On a souvent cette image du pouvoir comme une grande pyramide, avec quelques personnes tout en haut. Mais et si cette image était un peu trop simple? Aujourd'hui, on va explorer une vision complètement différente de la façon dont nos sociétés sont construites. Voilà la grande question. Au-delà des gouvernements, des lois, des institutions, quelles sont les forces profondes qui organisent nos vies? L'idée qu'on va décortiquer ensemble propose une réponse assez fascinante. Et la voici, cette idée centrale. Le pouvoir, ce n'est pas un bloc. Pas du tout. C'est quelque chose qui s'est construit couche par couche au fil de l'histoire, comme des strates géologiques, où chaque nouvelle couche a sa propre raison d'être. Alors, voilà notre programme. On va d'abord examiner ces fameuses strates historiques. Ensuite, on verra comment leur déséquilibre actuel nous force à imaginer une nouvelle gouvernance. Et enfin, on se demandera comment on peut bien repenser tout cet équilibre. C'est parti! Allez, on commence par le début. Pour vraiment comprendre où on en est aujourd'hui, il faut faire un petit voyage dans le temps et regarder ces couches de pouvoir dans l'ordre où elles sont apparues. Et la toute première strate, la plus ancienne, le socle de tout, c'est le pouvoir religieux. Et sa fonction première, ce n'était pas de dominer, mais de connecter les gens entre eux. C'est d'ailleurs fascinant parce que même le mot religion vient de relier. La mission de ce pouvoir, c'est de prendre un groupe d'individus et d'en faire une communauté soudée, une tribu, de synchroniser les cœurs et les esprits. Parce que seul, l'humain est fragile, mais ensemble, il fait société. Au cœur de cette première strate, qu'est-ce qu'on trouve? Le leader spirituel. Le druide, le prêtre, le chaman. Son pouvoir ne vient pas de la force brute, mais de sa capacité à animer le groupe. Il devient le garant de la loyauté, du savoir, de l'éthique. C'est vraiment la base de tout le reste. Passons maintenant aux deux couches suivantes. Une fois que ces communautés sont formées et unies, eh bien, de nouveaux besoins apparaissent. Principalement la protection et le développement. Logique, quand on commence à s'installer quelque part, à ne plus être nomade, il devient absolument crucial de protéger son territoire. C'est la naissance de ce qu'on appelle le pouvoir régalien. Sa mission? La défense, bien sûr, mais aussi la gestion des conflits à l'intérieur du groupe et la protection du bien commun. Et là, on voit très bien comment les strates s'empilent. La couche du régalien, symbolisée ici par le chevalier, ne remplace pas le religieux. Non, elle vient l'englober, le protéger. Le spirituel est maintenant défendu par la force militaire et politique. Sauf que protéger, ça ne suffit pas pour prospérer, pour construire, pour innover, que ce soit pour une ville, une entreprise ou même une famille, il faut des ressources, il faut un moyen de financer l'avenir. Et c'est là qu'intervient la troisième strate, la finance, qui a pris une place de plus en plus grande. En fournissant les capitaux, l'argent nécessaire au développement, elle est devenue un pouvoir incontournable, qui est venu englober les deux autres. Voilà, le modèle historique est complet. Mais c'est précisément ici que les choses se compliquent. Que se passe-t-il quand une de ces couches, en l'occurrence la finance, oublie un peu sa raison d'être et commence à déborder, à dépasser son rôle initial? Ce pouvoir financier, il est devenu, selon l'analyse, une force supranationale. Son but n'est plus simplement de servir le développement, mais plutôt d'organiser les territoires et l'accès aux ressources pour son propre profit. Il ne sert plus, il se sert. Et cette logique poussée à l'extrême, elle mène à ce que l'auteur appelle des aberrations. Et ça touche à tout, des aberrations culturelles, sociales, environnementales. La liste est longue et elle impacte tous les aspects de notre vie en société. Le problème, c'est que face à cette situation, et à un monde qui devient de plus en plus complexe, le bon vieux modèle hiérarchique, pyramidal, il ne marche plus très bien. La création de valeur aujourd'hui, elle demande la synergie de plein de talents différents. L'avenir semble donc se trouver dans un modèle basé non plus sur la hiérarchie, mais sur la coopération. D'où la proposition centrale de cette analyse, et si on faisait émerger une nouvelle strate de pouvoir, une démocratie collaborative, où la coopération, l'intelligence collective, deviendrait le vrai moteur de la société. On arrive donc au point crucial. Comment faire pour repenser l'équilibre entre toutes ces strates pour y intégrer cette nouvelle dimension de collaboration? L'idée, c'est de changer de boussole. Le but ultime ne serait plus seulement d'accumuler des richesses, souvent au détriment d'autres personnes ou de l'environnement. Non, l'objectif deviendrait de construire un vivre ensemble qui soit réellement attractif et durable pour tout le monde. Pour y arriver, il y aurait 3 chantiers prioritaires. D'abord, il faut repenser nos manières de faire société. Ensuite, et c'est fondamental, remettre la finance à sa place, c'est-à-dire un outil pour faire circuler la richesse, pas pour la concentrer. Et enfin, que la démocratie redevienne l'affaire de tous. Et le point absolument clé de tout ça, c'est que cette transformation ne peut pas venir d'en haut. Elle repose entièrement sur la responsabilisation des citoyens. C'est à eux, à nous,
de redonner à chaque strate sa juste place, pour que la finance serve le régalien et que le régalien protège le lien social. Ce qui nous laisse avec cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes. Si une nouvelle strate de pouvoir, basée sur la coopération, doit vraiment voir le jour, quel est le rôle, quelle est la responsabilité de chaque citoyen dans la construction de ce nouvel équilibre? La réflexion est ouverte.